Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo de présentation de notre adversaire Manchester United, donc en quart de finale de la Ligue Europa. Le match aura lieu jeudi, évidemment je commenterai ce match en direct, donc je vous invite à nous rejoindre sur le chat. Un adversaire, on va dire, prestigieux, le nom évidemment, Manchester United. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que c'était une des équipes que je suivais le plus en Angleterre. Et je suis notamment leur chaîne de supporters qui est absolument extraordinaire et qui est pour moi le modèle que j'espère un jour atteindre. On en est loin, mais bon, il faut regarder en avance et se donner des objectifs très hauts. Alors justement, en parlant de se donner des objectifs très hauts, figurez-vous qu'après mon débrief d'hier, j'ai eu beaucoup de commentaires qui trouvaient que j'étais quand même très pisse-froid après ce match. Que certains ont dit même qu'on avait l'impression que c'était un débrief d'une défaite. Alors, bon, on a la nature qu'on a, les amis. Certains m'ont dit tu vois plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, et c'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. C'est comme ça que je suis constitué. Moi, j'ai de grandes ambitions pour l'Olympique lyonnais, dans le jeu, dans les finances, on va attendre un peu. Mais donc moi, je ne me satisfais pas de tout. Alors oui, il faut bien comprendre qu'hier, on est dans un débrief à froid, donc dans l'émotion de l'instant, juste après le match ou pendant le match, ou d'ailleurs, vous pourrez aller voir ma réaction pendant le commentaire, hein. C'était plus du soulagement, mais évidemment, à la fin du match, on est très content d'avoir pris les 3 points. D'ailleurs, ce que je dois dire, c'est que le succès des débriefs live juste après le match s'explique aussi pour rester dans cette émotion. Une émotion qui peut être positive, qui peut être négative. On peut être un peu insatisfait après une victoire que l'on n'estime pas totalement convaincante. On peut être plutôt satisfait après une défaite où le fond de jeu a été très bon. D'ailleurs, certains ont fait une confusion en pensant que moi, je voulais du beau jeu, du Guardiola, du Manchester City, du Barcelone. Non, pas du tout. Ce que je trouve dans ce match-là, c'est que un certain nombre de fondamentaux qui vont être importants pour la suite de la saison n'étaient pas présents. L'engagement, l'intensité, alors oui, on pourra dire force mentale d'aller chercher cette victoire et tout ça. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire ce que moi j'ai vu dans le fond. D'ailleurs, allez revoir le match, les amis, parce que certains sont un peu dans l'euphorie, mais je vous dis, allez revoir le match. Et ce match, à 80%, il n'est pas satisfaisant. Et donc, si on veut battre justement Manchester United, si on veut faire un run de fin de saison pour aller chercher le podium, ce qu'on a mis samedi face à Lille, ça ne me semble pas suffisant. Alors peut-être que ça déplaît à certains, mais c'est mon point de vue, tout simplement parce que j'ai de grandes ambitions pour l'OL, parce que j'estime que le podium, il est atteignable, mais qu'il faut aussi mettre les éléments nécessaires pour atteindre ce podium, et que j'estime que dans ce match-là, il n'y était pas. Voilà. Terminé avec Lille, on va passer avec Manchester United. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur Manchester United, c'était avant la trêve internationale, et depuis, elle a joué 2 fois, cette équipe, contre Manchester City hier et contre Nottingham Forest. Alors, c'était intéressant parce que City et Nottingham Forest font partie du top 5 de la Première Ligue. Donc finalement, c'est intéressant de voir ce que cette équipe de Manchester est capable de faire face à des équipes, à dire du haut de tableau de l'APL, même si on pourra dire, bon, Nottingham Forest, c'est un peu une anomalie, et Manchester City, ils font sans doute leur pire saison. Alors d'ailleurs, pendant le match hier, ou au début du match, on nous disait que Manchester United faisait sa plus mauvaise saison depuis, je crois, 1993, en termes de résultats, et que City, la plus mauvaise saison depuis 1990. Donc clairement, on n'avait pas 2 équipes au sommet de leur art, ça c'est sûr. Après, justement, je vais faire le tour des forces, des faiblesses de cette équipe de Manchester United. Et puis évidemment, après, voilà, il faut les comparer avec nos forces et nos faiblesses à nous. Est-ce que on peut passer cet obstacle Manchester United? Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pour moi, ce serait une très, 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 très grande performance de le faire. Parce qu'il y a quand même des forces certaines, il y a des faiblesses certaines,
et des faiblesses qui peuvent correspondre à nos forces à nous. Donc finalement, on a quand même un petit peu notre destin entre les mains. Et vous allez voir que cette équipe, notamment dans ses faiblesses, elle pêche sur un point très très important dans le football. Mais je garde le suspense pour les faiblesses. On va commencer par les forces. Alors les forces, oui, c'est la dimension athlétique de cette équipe. Alors là, je crois que c'est quelque chose qui me semble incontestable, d'autant plus que normalement, on ne devrait pas pouvoir compter sur Nuama, qui s'est blessé. Alors j'ai vu beaucoup qui ont dit c'était les croisés. Alors, à l'heure là où je fais la vidéo, on ne parle pas des croisés. C'est le sentiment des médecins après le match, mais il n'y a pas eu d'imagerie, tout ça, donc attendons une communication officielle. Mais bon, je pense de toute façon qu'il ne pourra pas jouer jeudi, ça c'est une évidence. Fofana, lui, a repris la course. Est-ce qu'il sera disponible pour jeudi? Peut-être, espérons-le, parce que finalement, Fofana peut vraiment être un joueur qui pose des problèmes à Manchester United. Donc je dirais que voilà, il va falloir aussi s'adapter aussi un peu à nos blessés, parce qu'on en a quand même pas tant que ça, mais les deux qui sont blessés, c'est quand même nos deux flèches dans les ailes. Donc jouer sans eux face à Manchester, c'est quand même un vrai souci. Donc dimension athlétique. Alors je vais aborder un truc que les gens n'aiment pas trop en général, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que pour moi c'est un fait incontestable, c'est la nature, on n'y peut rien, c'est comme ça. Eh bien déjà on va pouvoir comparer la taille moyenne de cette équipe de Manchester. Vous le voyez ici, dans le 11 majeur aligné par Ruben Amorim le coach, on a une moyenne de quasiment 1,86 m. Ah ouais, c'est quand même pas mal pour une équipe de foot. En général, en France, les équipes sont aux alentours d'1,80 m, 1,82 m. Donc on voit que en défense, il y a quand même des beaux bébés, Maguire, Euro, bon, qui n'est pas très épais, mais qui est quand même très grand. Et ce qui différencie par rapport à notre équipe à nous, c'est quand même la taille de leurs offensifs. Alors là, donc on a Ojlung qui fait 1,91 et on a Zirkzee, qui était remplaçant hier, qui est également aux alentours d'1,90 m. Et c'est vrai que nous, offensivement, on n'a pas ce genre de joueur. Alors, ça peut être un des avantages, mais ça peut être un inconvénient. Notamment un avantage, parce que quand vous avez des joueurs de petite taille, a priori plus rapides que des Yoro, des Maguire et même Mazraoui, ça peut être un vrai point positif pour nous. Casemiro aussi, quand même très très lent. Ugarte, qui avait fait quelques étincelles à son arrivée au Paris Saint-Germain, mais depuis qu'il est à Manchester, c'est quand même pas terrible. Mais on voit que même les latéraux, alors là, pour le coup, des pistons, Dorgu 1,85 et Dalot 1,84. Donc, il y a quand même de la taille à tous les postes. Aucun joueur en dessous d'1,80 m. Ça n'a l'air de rien, mais en tout cas, pour moi, c'est important parce qu'évidemment, sur tous les ballons aériens, sur les corners, sur les coups francs, sur les récupérations de balles en hauteur, ça c'est quand même un désavantage. D'autant que nos joueurs qui sont petits sont pas très athlétiques. Parfois on peut compenser son manque de taille par une détente spectaculaire. Bon, là franchement ce n'est pas du tout le cas. Donc pour moi déjà ça c'est un petit souci. Si on compare avec la taille des joueurs de l'OL, donc ça c'est le 11 qui a été aligné face à Lille. Donc on voit 1,82 m, on va dire, bon, 1,86 m, 1,82 m, c'est quasiment pareil. Non, pas du tout. Les 4 cm, ceux qui comment on fait du basket, croyez-moi, vous faites 4 ou 5 cm de plus, vous voyez tout de suite la différence. Et puis surtout, la taille de nos défenseurs, Maitland-Niles et Tagliafico en dessous d'1,80 m, Mata à 1,80 m, Sol Niakate à 1,90 m. Alors oui, on a de la taille avec Tessman et Matic, mais bon, eux, pas non plus des athlètes de fou. Et alors sur le plan offensif, Tolisso à 1,80 m c'est bien, mais bon, Almada, Nuama qui ne sera pas là, donc il sera remplacé par Cherki ou Miko Tadze, idem pour la casette. Bon, tout ça c'est moins d'1,80 m. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de dimension athlétique. Mais comme je l'ai dit, ce problème de dimension athlétique, vous pouvez le compenser par la vitesse de vos offensifs. Alors si on a Fofana, ça c'est bien, on a Miko Tadze qui est rapide. Bon, après, Cherki, il n'est pas super rapide, mais bon, il compense aussi avec une technique hors norme. Idem pour Almada, c'est pas le gars le plus rapide de la Terre, mais là aussi, technique hors norme. Donc, il y aura des possibilités face à cette équipe.
qui me paraît quand même assez fragile défensivement. Donc je reviens sur les forces de cette équipe de Manchester, donc l'intensité Première Ligue, c'est-à-dire que pas tous les matchs de Première Ligue, mais un bon nombre de matchs de Première Ligue se jouent à haute intensité, et même quand vous n'êtes pas très bon, ça joue à haute intensité, et malheureusement je trouve que l'OL, à la haute intensité, c'est pas vraiment ce qui nous caractérise. Donc bon, moi je pense que ça c'est un souci. Alors, on peut compenser par la détermination, mais il faut savoir que Manchester, sa seule opportunité de faire une Coupe d'Europe l'année prochaine, c'est de gagner l'Europa League. C'est dans leurs cordes, c'est dans nos cordes à nous aussi. Mais quand vous êtes quand même habitué à mettre de l'intensité dans vos matchs, d'ailleurs ceux qui ont vu le match face à Manchester City hier, ils ont quand même vu un match, je dirais pas de haute intensité, mais avec de l'intensité. Et voilà, des joueurs quand même assez jeunes, hein, puisque si on regarde la moyenne d'âge, on va pouvoir faire la différence. Donc l'OL hier, c'était 28 ans et demi. Et Manchester, c'était 25 ans et demi. Donc là aussi, des joueurs plus jeunes, plus grands, plus athlétiques. C'est pas non plus des pieds carrés, même s'il y a des pieds carrés dans cette équipe, et on y reviendra dans les faiblesses. Donc une intensité Première Ligue. Alors un banc assez profond, mais un banc assez profond qui est un petit peu plombé par des absents. Hier, si on regarde le banc, pas spécialement rêvé. Bon, Lindelof, c'est un milieu de terrain défensif qui est moyen. Mason Mount qui est très décevant alors qu'il y a eu des investissements très importants sur lui. On a vu Zirkzee, bon pareil, qui n'a pas apporté un truc de ouf. On a Luke Shaw en défense centrale. On a Eriksen au milieu de terrain. Bon, c'est pas la folie, mais vu ce qu'on a nous, ça me paraît quand même un petit peu supérieur. Alors, quatrième élément, une dynamique plus favorable. Alors, quand je parle de dynamique plus favorable, c'est pas plus favorable par rapport à l'Olympique Lyonnais, mais c'est plus favorable par rapport au début de saison de cette équipe de Manchester, qui, rappelons-le, a changé d'entraîneur. Amorim arrivé pour remplacer Erik ten Hag. Des relations compliquées parfois entre lui et les joueurs. Ça a été très compliqué au début. On voit que sur les 9 derniers matchs, il y a du progrès. C'est pas exceptionnel, mais il y a du progrès. La victoire face à Everton, donc ça c'est quand même... Oui, alors d'ailleurs c'est pas une victoire, c'est un match nul face à Everton, excusez-moi. Ensuite, victoire face à Ipswich, bon, qui est une des très faibles équipes de la Première Ligue. Ensuite, défaite en coupe face à Fulham. Bon, ça c'était une déception, élimination en Cup. Ensuite, match nul à la Real Sociedad, donc en Europa League. Nul à nouveau face à Arsenal, quand même deuxième du championnat. Victoire très très large face à la Real Sociedad, donc dans le match retour d'Europa League, 4-1 quand même. Ensuite, nouvelle victoire face à Leicester City, bon, qui là aussi est un relégable de Première Ligue, 3-0. Défaite face à Nottingham Forest, 1-0, mais pour ceux qui ont vu le match, je pense quand même que le match nul était mérité. Mais bon, on va revenir tout à l'heure sur les faiblesses, ça fait partie des faiblesses de cette équipe de Manchester. Et donc, hier, match nul face à Manchester City. Alors, c'est pas exceptionnel, les amis, hein. Attention, hein, je vous dis pas qu'ils sont dans une pente ascendante extraordinaire, mais si on compare par rapport au début de saison et surtout au milieu de saison, c'est en progrès. C'est pour ça que je dis une dynamique plus favorable qu'à un certain moment. C'est-à-dire que si vous jouez Manchester United il y a 3 mois, il y a de fortes chances de les battre. Aujourd'hui, c'est un peu moins sûr. Aussi parce que, et ça il faut le dire, ils ont réussi à figer, à fixer leur défense, ce qui était quand même un petit peu leur problème. Par exemple, face à City, 0 but encaissé. Face à Nottingham, 1 but encaissé sur une boulette, hein, ça arrive. Face à Leicester, 0 but. Face à la Real Sociedad, 2 buts en 2 matchs. Et face à Arsenal, 1-1. Donc vous voyez, ils sont dans une dynamique dans laquelle la défense est quand même en progrès. Alors on passe à un très très gros point fort qui est évidemment Bruno Fernandes, milieu de terrain portugais qui est un peu le visage de Manchester United depuis quelques années.
et qui est quelqu'un qui effectivement peut être très très embêtant à jouer. Bon, déjà c'est un champion des coups de pied arrêtés. Il a mis plusieurs coups francs directs cette saison. Évidemment sur les corners, il est dangereux aussi. C'est quelqu'un aussi qui peut tirer de loin avec beaucoup d'efficacité. C'est un peu l'ortolisso si vous voulez. C'est-à-dire un joueur qui a été très contesté à Manchester, mais qui au final, cette saison est de loin le meilleur. On va regarder un petit peu son profil. Alors vous voyez quand même les notes mensuelles. Hein. Voilà, il est jamais en dessous de 7,2. Bon, 7, on considère que c'est une bonne note. Alors c'est des notes statistiques, attention. Et là, vous voyez, sur les 3 derniers mois, il a plus de 8 de moyenne. Donc, c'est quand même un joueur dont il faudra se méfier, qui est un peu le poumon, la tête pensante de cette équipe. Donc, il va être vraiment à surveiller. On le voit ici sur sa heatmap, il est un petit peu partout, hein, l'ami Bruno Fernandes. Au niveau des stats offensives, vous voyez, il a mis 8 buts avec 8,84 XG, donc légèrement en sous-performance. Mais je dirais que c'est malheureusement pour eux ce qui caractérise cette équipe de Manchester United, c'est-à-dire qu'ils ont de très 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 gros problèmes de finition. Et donc ça fera partie des éléments que l'on devra espérer qui continue, c'est-à-dire une inefficacité. 9 passes décisives quand même pour Bruno. 8 buts, 9 passes D. Sur les critères de qualité de passe, on voit qu'il a 81%, 88% dans sa propre partie du terrain et 69% sur le plan offensif. Bon, clairement, Bruno Fernandes, c'est le joueur numéro 1 de cette équipe. Donc, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Alors, terminons avec un dernier avantage qui me semble évident, c'est de recevoir le match retour à la maison pour Manchester. Bon, tout simplement parce que si le match va en prolongation, vous avez encore votre public pour vous pousser, idem pour les pénaltys, vous avez vos repères dans le stade, etc. Alors figurez-vous que j'ai fait le visuel avant d'avoir la statistique. Je me suis dit, ce sera facile de trouver une statistique qui explique, avant une confrontation en Europe, si vous recevez le match retour, quelle chance vous avez de vous qualifier. J'ai pas trouvé, figurez-vous. Là, je me sens un peu benet avec cette histoire-là. Néanmoins, je peux vous donner les cotes, puisque les sites de paris sportifs, évidemment, ont un regard objectif sur une situation. Donc, je suis allé voir sur Winamax. 2,45, c'est la cote de la victoire de l'Olympique Lyonnais jeudi. 3,45 le nul, 2,70 Manchester United. Alors, il donne la cote et il donne aussi des pourcentages de potentielle victoire. Donc, l'OL a 68% de chances de gagner ce match. Manchester 26% et le match nul 6%. Sur la qualification, l'OL est à 2,45 et Manchester à 1,50. Donc Manchester favori, mais pas non plus archi favori. Bon, voilà. Alors justement, qu'est-ce qui peut nous faire penser qu'on va pouvoir se qualifier? Eh bien, c'est en étudiant les faiblesses de cette équipe de Manchester, et il y en a quand même beaucoup. Voilà, alors commençons par la première grande faiblesse de cette équipe, c'est la fébrilité sur le pressing. Comme tous les coachs modernes, Ruben Amorim veut de la relance courte. Seulement, pour faire de la relance courte, il faut quand même avoir des mecs qui ont de la technique, notamment le gardien. Alors, Onana n'est pas forcément un mauvais gardien, mais c'est quand même un peu le roi des boulettes. Donc, aller faire du pressing sur Onana, ça peut être extrêmement payant. Pareil, des mecs comme Yoro, qui est quand même assez jeune, peut un peu paniquer sous le poids de l'événement. Harry Maguire, on ne le présente plus, c'est quand même le gars qui a 2 pieds carrés, qui est assez lent, etc., etc. Donc en termes de réactivité, si nos joueurs offensifs arrivent à aller mettre de la pression sur la relance, notamment sur des remises en jeu, sur des 6 mètres tapés courts, etc., etc., là, il peut se passer des choses intéressantes pour nous. Autre chose, c'est la maladresse de leurs attaquants. Et alors là, c'est vraiment le point crucial de la saison de cette équipe de Manchester. Alors cette équipe de Manchester est 13e de Première Ligue. Elle n'a marqué que 37 buts en 31 matchs.
qui est vraiment quand même très très peu. Alors c'est dû aussi, et on va voir un petit peu plus tard, à un jeu collectif médiocre, mais c'est lié quand même aux performances individuelles de ces offensifs qui ne sont pas bons du tout. Ils sont grands, ils sont physiques, ils sont rapides, mais alors c'est pied carré, boîte de chaussures non retirée, c'est catastrophique. Chaussures de ski, enfin tout ce que vous voulez. Et ils sont tous en sous-performance, tous. Donc on a Ojlung qui est à plus de 3 XG qui a mis 3 buts, Garnacho qui est à 6 XG qui a mis 4 buts, Zirkzee qui est à 4,5 XG qui n'en a mis que 3 buts, même Bruno Fernandes qui est à 8,6 XG eh bien, a mis 8 buts. Cette équipe, sur l'ensemble de la saison, a 40 XG, donc a mis 37 buts. Non, pas 13 buts, faut pas exagérer. Donc ça, c'est quand même un vrai souci, un manque d'efficacité. D'ailleurs, si vous avez vu donc les 2 matchs contre City et contre Nottingham Forest, eh bien c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto, donc 0 but. Donc c'est une équipe qui n'est pas très dangereuse offensivement. Et donc des absents, comme je le dis, maladroits, des absents, des attaquants maladroits. Et j'enchaîne tout de suite évidemment avec les fameux absents, puisque cette équipe a 2 blessés. Bon, vous me direz, nous peut-être aussi aurons-nous 2 blessés, mais bon, ce sont 2 joueurs justement qui mettaient du liant un petit peu dans le jeu de cette équipe, c'est-à-dire Amad Diallo, donc qui est un ailier droit, et Kobbie Mainoo, qui lui est un milieu de terrain qui fait énormément de travail, qui met des buts, enfin un joueur très très intéressant. Et ces 2 joueurs-là sont absents, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour nous, parce que franchement, je pense qu'ils nous auraient beaucoup embêtés. Autre problème de cette équipe, c'est le jeu collectif. Le jeu collectif, il est calamiteux. Alors, si vous avez vu encore ces 2 matchs, vous avez vu que ça part dans tous les sens, c'est désordonné. Amorim joue en 3-4-3, ce qui est quand même un style de jeu peu commun. Les joueurs n'ont jamais vraiment adhéré, les supporters ne sont pas contents avec ce 3-4-3, les observateurs anglais aussi critiquent ce système de jeu, un petit peu comme des Zerbi en France. Hein. C'est un système qu'il faut bien maîtriser. Alors je dirais qu'ils ont réussi quand même à resserrer les boulons en défense, mais alors par contre, dans la projection, il faut dire aussi qu'ils jouent avec au milieu de terrain, certes, Bruno Fernandes, mais bon, Casemiro, Ugarte, bon, Casemiro, il est bouilli. Ugarte, bon, ça n'a jamais été un grand créateur. Donc, si vous voulez, il y a une logique dans le fait qu'ils aient du mal collectivement. Et puis en plus, les attaquants, quand ils ont des bonnes opportunités, eh bien, ils n'ont pas la qualité pour finir leurs actions. Autre faiblesse importante, une faible unité de groupe. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il y a clairement, je dirais, une énorme méfiance entre l'entraîneur et les joueurs. L'entraîneur, quand il est arrivé, il a dit que c'était la pire équipe de Manchester United de l'histoire. Il est quand même en train de parler de ses joueurs, le mec. Hein. Il vient d'arriver, il a des mauvais résultats, et au lieu d'essayer de prendre sur lui, eh bien, il attaque ses joueurs. Encore hier, après le match nul face à Manchester City, il dit il faut impérativement qu'on s'améliore sur toutes les lignes du terrain. Donc quand il dit s'améliorer, il pense au mercato, c'est-à-dire qu'en gros, il faut dégager ceux qui sont là parce qu'ils sont trop nuls. Alors, c'est vrai, hein c'est vrai. Mais bon, pas obligé de le dire, devant la caméra, ça fait un peu mauvais genre. Donc ça, c'est un vrai souci. Donc comment les joueurs, eux, vont répondre? Bon, si la plupart de ces joueurs se disent de toute façon on n'est plus là l'année prochaine, Amorim on s'en fout, Manchester on s'en fout, leur qualif en LDC on s'en fout, en LDC s'ils gagnent l'Europa League on s'en fout. Bon bref, c'est un discours quand même qui est extrêmement périlleux et c'est pas le grand amour entre l'entraîneur et ses joueurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin on termine avec peut-être le point le plus important, donc on l'a vu, une attaque un peu en berne, un jeu collectif très moyen, et une défense hyper lente. C'est catastrophique. Les défenseurs, évidemment, quand vous jouez avec des pistons, quand ils sont en haut, il faut que les mecs derrière ils compensent. Donc quand vous avez du Casemiro, alors bon, Ugarte, lui, il a des jambes, mais quand vous avez du Casemiro, quand vous avez du Eriksen, quand vous avez du Maguire, quand vous avez du Euro, etc., c'est hyper lent. Donc ça va être à nous
d'être capable de se projeter extrêmement rapidement, d'ailleurs c'est quand même souvent comme ça que cette équipe prend des buts, pour pouvoir les, surprendre et donc leur faire très mal. Donc si on veut résumer les clés du match, eh bien, il va falloir pour l'OL jouer sur la rapidité pour contrer la lenteur de la défense de Manchester. Il va falloir espérer que cette équipe continue à être très maladroite sur le plan offensif. De toute façon, ils ne peuvent pas inventer des joueurs, hein, et dont les Højlund, les Zirkzee, les Garnacho. Alors Garnacho, c'est un joueur qui est intéressant parce qu'il a une activité folle, mais c'est un peu un chien fou. Il part dans tous les sens. C'est vrai qu'à la finition, que ce soit pour faire une bonne passe ou pour terminer, il part en sucette. Højlund, lui, il est grand. Manchester espérait avoir le nouveau Erling Haaland. Bon, c'est pas le cas. Loin de là. Et puis Zirkzee, bon, ça, je pense que c'est une erreur de recrutement, hein, parce que je sais même pas, je crois qu'il a mis 3 buts cette saison. Bref. Donc, c'est pas la folie. C'est pas une équipe exceptionnelle. On va avoir des opportunités, il va falloir bien les jouer, il va falloir être costaud dans les duels, parce que je crois que la clé de cette double rencontre, ce sera les duels. Techniquement, on le sait, ils sont pas terribles, hormis Bruno Fernandes et 2-3 joueurs par-ci par-là. Mais par contre, évidemment, il va falloir résister dans les duels. Si on ne résiste pas dans les duels, on n'a aucune chance. Voilà les amis pour la présentation de Manchester United. Bon, j'espère qu'avec cette vidéo, vous y voyez plus clair par rapport à cette équipe. Elle est prenable, mais il va falloir vraiment tout donner, va falloir être malin, va falloir être efficace dans le jeu de transition. Ça va être à nos joueurs maintenant de jouer. Ça va arriver très vite, jeudi soir. Je vous attends très nombreux sur le chat lors de ce live. En attendant, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien. Et surtout, jeudi, tous derrière l'OL. Et on espère voir une grande équipe qui va nous faire très plaisir. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.